Bonsoir, Débat 973 est de retour et nous accueillons ce soir des confrères journalistes afin de commenter les principaux faits d'actualité de ces derniers jours. Pierre-Yves Carlier, bonsoir. Bonsoir Thierry Merlin. Alors vous êtes journaliste, donc rédacteur en chef à France Guyane, hein, je serais tenté de dire ex-journaliste. Vous nous en direz un peu plus d'ici quelques instants. Nous allons surtout parler de la situation donc, de la presse en Guyane avec vous et commenter aussi cette actualité. Merci d'être venu sur le plateau de Débat 973. À ma droite, pour Guyane la première, Nickerson Perdius. Bonsoir Nickerson. Bonsoir Thierry. Voilà, donc nous reviendrons avec vous sur cette actualité. Vous suivez hein, la politique aussi, ainsi que votre confrère de Guyane Première la radio, Patrick Clark. Bonsoir Patrick. Bonsoir Thierry, bonsoir chers collègues, bonsoir chers confrères. Voilà, depuis le début du mois, vous recevez des candidats dans Place Publique et... Vous avez quelques informations. Le Trésor également. Voilà, vous avez quelques informations à nous donner à ce sujet. Alors, comme il est de tradition dans cette émission, nous donnons la parole aux citoyens qui nous parlent de cette actualité et on se retrouve juste après. Moi, je pense que c'est pas bon pour la démocratie, quoi. Il nous faut un quotidien, voilà. Même s'il y avait des détracteurs pour le France-Guyane. Moi, j'étais très attaché au France-Guyane parce que, voilà, on prenait le petit café et puis on prenait son journal et voilà, quoi. Je reviens du supermarché, là, à l'instant. En l'occurrence, bon, je ne dirais pas le nom. Et je me suis rendu compte que tous les rayons sont vides, surtout les rayons froids sont vides. Et moi, je me pose la question, où allons-nous quand nous avons deux pays frontaliers où nous pouvons nous alimenter correctement? Il a fallu qu'il y ait une grève pour que nous puissions nous rendre compte qu'on dépend de... Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Mais c'est lamentable. Où sont nos élus? Que font nos élus? C'est surtout le fléau par le coronavirus. Et tous les décès qu'il y a eu en ce moment sur la Chine, là, on a montré même le médecin qui est décédé cette nuit. Donc ça touche énormément parce qu'on commence à se dire, mais que va devenir la Guyane? Parce qu'on n'a pas encore de cas recensés ici. Mais si ça arrive en Guyane, qu'est-ce qu'on va faire pour nous? Quels seront les moyens déployés? Ça révolte à tous les niveaux, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, les parents, etc. Donc, qui peut expliquer cette insécurité dans les collèges et les lycées? Est-ce que ça peut expliquer? Oui, mais il y a aussi cette évolution de la société où justement où on a l'impression que tout va un petit peu de travers. Les gens ne trouvent pas de travail, les gens ne savent plus où se mettre dans la société. Donc, je pense que ça a réveillé certaines violences. Donc, ça ne doit pas excuser. Hein. On est d'accord, chaque personne doit se maîtriser. On ne se présente pas aux élections si on n'a pas déjà un certain intellect, une certaine formation. Parce que maintenant, les textes sont... Vous avez vu le nombre de maires qu'on met en examen ou autre? Bien souvent, ce n'est pas tellement parce qu'ils ont mis la main où il ne fallait pas. C'est une méconnaissance. Il y a une incompétence pratiquement générale. Voilà, on a des thématiques hein, dont on parlera dans quelques instants. Nous reviendrons donc effectivement sur l'insécurité dans les collèges, la disparition du quotidien France-Guyane, et nous parlerons aussi des élections municipales. Alors, mais ce que vous inspire ces réactions de citoyens qui avaient envie de s'exprimer et qui apparemment suivent bien l'actualité, Pierre-Yves? En tout cas, je constate que nos concitoyens s'intéressent à leur environnement, à ce qui se passe en Guyane et dans le monde, et qu'ils ne sont pas déconnectés de la réalité, ils s'intéressent, ils s'informent, et c'est très bien, c'est rassurant. Nickerson? Beaucoup de sujets d'inquiétude, tout d'abord, parce qu'on a pu entendre le coronavirus, encore le pouvoir d'achat, la vie chère ici, et aussi cette confiance par rapport aux élus en place, qui n'est pas forcément tout à fait retrouvée auprès de la population. Une défiance aussi. Voilà. Hein, il y a cette défiance, effectivement, en même temps. En tout cas, il y a beaucoup de sujets d'inquiétude et on a une population qui, finalement, est assez vigilante de l'actualité guyanaise et qui a vraiment envie de voir évoluer ce territoire beaucoup plus rapidement que l'allure à l'actuelle qu'on vit actuellement. Patrick? Disons, moi, j'étais interpellé par la petite dame qui sortait du supermarché et je trouve qu'effectivement, nos rayons sont vides. Elle parle effectivement des relations avec nos voisins, si on pouvait pas s'alimenter chez eux, mais au niveau local, nous avons également la possibilité de nous nourrir, de nous alimenter. Donc effectivement,
il peut avoir une autosuffisance alimentaire ici, et je pense qu'il faut travailler dans ce sens. Alors, j'enchaîne très rapidement. Comment expliquer ce manque de produits surgelés, car ce n'est pas la première réaction qu'on reçoit ici. Cela est dû aux grèves. On a du mal à s'expliquer. Ça semble effectivement être le cas. Les difficultés d'approvisionnement, on sait que les produits arrivent entre 18 jours et 1 mois après être arrivés au port du Havre. Donc, au bout d'un moment, si ce port... Les ports qui sont restés quand même bloqués pendant plusieurs jours. Bloqués pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Si une rotation de bateaux part sans ces conteneurs réfrigérés, effectivement, il faut attendre 1 mois de plus. On a un flux tendu déjà lorsqu'il n'y a pas de mouvement. Au moindre mouvement, eh bien, ce facteur fait qu'on arrive dans des rayons vides. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'on a quand même une démographie assez importante, donc une consommation qui est importante, et forcément les filières locales ne suivent pas forcément en termes de production, et c'est le ratio entre ces 2 facteurs qu'il va falloir mieux réguler pour ne pas tomber dans cette situation. Alors il y a aussi ce virus, le coronavirus. Aucun cas n'est apparemment signalé à ce jour en Guyane, mais la crainte persiste tout de même au sein de la population. Effectivement, les gens sont relativement inquiets parce qu'il a été assez violent et viral, ce virus. Aujourd'hui, a priori, les autorités chinoises avaient maîtrisé un petit peu, effectivement, ce virus. Et en Europe également, notamment en France, on arrive à le maîtriser, mais les inquiétudes sont quand même réelles. L'ARS met les moyens de prévention ici pour... Effectivement, il faut rester vigilant. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a connu des menaces un petit peu similaires de virus qui se propagent très rapidement, mais dont la gravité n'est pas forcément très importante. On se souvient de l'épisode du chikungunya, et qui en Guyane a été plutôt bien géré, puisqu'on n'a pas connu la situation dramatique de la Réunion. Tout l'enjeu avec des virus comme ça, c'est que les soignants ne tombent pas malades. Ce qui avait posé problème à la Réunion, c'est qu'il n'y avait plus personne pour soigner les malades, puisque les soignants eux-mêmes étaient malades. Et c'est là que les choses s'étaient aggravées. Donc tant qu'on arrive ici à gérer, effectivement, pour l'instant, a priori, on n'a pas eu de cas, on devrait réussir à s'en sortir. Et pour le coup, on peut louer pour une fois notre relatif isolement. Oui, en même temps, il y a un dispositif de contrôle dans les accès pour l'aéroport, par exemple, mais on n'oublie pas qu'on a des frontières poreuses, c'est-à-dire le Suriname et le Brésil. On dépend aussi de la protection du dispositif de ces 2 pays, car si demain un habitant de quelconque pays du monde touché par ce virus décide de rentrer en Guyane et qu'il arrive au Brésil ou au Suriname, de manière clandestine en Guyane, rien n'empêche à cette personne d'arriver. Donc on a un dispositif de contrôle, oui, on est tout de même vulnérable sur ce point, il faut quand même le dire. Alors, messieurs, nous allons parler maintenant du premier thème, l'insécurité, le monde de l'éducation. Donc, on l'a vu dans les réactions, est gangréné depuis le début de l'année scolaire par une vague d'insécurité. Depuis une semaine, le collège Auguste Dédé vit au rythme du droit de retrait de certains enseignants qui dénoncent en fait un sous-encadrement dans l'établissement, à l'origine, selon eux, d'une insécurité dans et aux abords du collège. Il y a 15 jours, à Saint-Laurent, un jeune muni d'une arme blanche avait grièvement blessé l'un de ses camarades. À Macoria, un personnel d'éducation était agressé par un parent d'élève, de même qu'au collège Constant-Claude de Saint-Georges-de-l'Oyapock, où un habitant en état d'ébriété était rentré donc dans une classe, une insécurité qui laisse à réfléchir, messieurs. Comment expliquer ces faits de violence à répétition dans ces collèges de Guyane? Est-ce que c'est un fait sociétal ou dû à l'éducation des jeunes? Je ne sais pas, mais c'est inquiétant quand même. C'est très inquiétant pour notre jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait mettre des portiques, installer des portiques dans chaque établissement pour vérifier s'ils ne sont pas armés, si effectivement ils n'ont pas d'objets tranchants sur eux pour pouvoir agresser leurs camarades? Et là où c'est inquiétant, c'est parce qu'il y a quand même des enfants qui ont envie d'apprendre dans ce pays, qui ont envie d'étudier, qui ont envie d'aller plus loin. Et il y a des petits crétins, je les appelle comme ça, excusez-moi, qui sèment un peu la panique et qui vont agresser leurs camarades et d'autres élèves. C'est vraiment inquiétant. Malgré les zones d'éducation prioritaire, qui restaient la priorité du gouvernement Hollande, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y a les moyens de faire la police dans les écoles aujourd'hui?
Je ne suis pas sûr. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a étendu le dispositif REP+, à la Guyane, qui avait l'exception de ce collège Auguste Dédé, que l'on a évoqué, également touché par ces problèmes d'insécurité. Non, mais on est clairement avec un dispositif qui doit permettre d'avoir un suivi dans un contexte difficile. Mais on a tout de même cette demande des équipes pédagogiques des différents établissements récurrente, c'est-à-dire qu'on a un manque de personnel, notamment des AED. Un manque de moyens. Effectivement, donc c'est assez compliqué d'avoir un dispositif de REP+, et un manque de personnel, et ne pas juguler cette violence qui en fait entre dans les écoles. Nous avons une société avec une certaine violence. Il faut rappeler que les mouvements de 2017 partent de ce sentiment d'insécurité, avec un chiffre d'homicide qui va au-delà d'une ville comme Marseille. Donc aujourd'hui, dans les établissements, on a donc une difficulté à contenir cette violence, et en plus, on a des rapports entre parents et tout le corps enseignant qui peut-être se dégradent à certains endroits, en tout cas entre certains parents. Donc il faut être vigilant sur tous ces points. On a aussi un problème d'infrastructure. Quand on a dans un collège taillé pour 800 élèves... 1380 élèves à Auguste Dédé. Pour un établissement... Pour un 900, ouais. 900, ouais, c'est ça. Enfin, comment est-ce qu'on peut se plaindre que de temps en temps, il y ait des frictions? Ça me semble tout en notant que l'augmentation des élèves ne suit pas justement l'augmentation du personnel. Donc après, il faut juguler tout cela, c'est très très compliqué. Mais que peut faire actuellement le rectorat? On a l'impression que les problèmes surgissent chaque semaine, des faits graves. Hein. Avant qu'il y ait un mort, là, voilà, je mets le pied dans le plat. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, là? Tenir jusqu'aux vacances de carnaval et espérer que les esprits soient apaisés à la rentrée. Hein. C'est quand même souvent ce qu'on constate. Hein. Quand on a souvent aussi en début d'année, début octobre, aussi souvent des sautes d'humeur dans les établissements scolaires. Et on voit bien que souvent, après les vacances de la Toussaint, les choses rentrent un petit peu dans le rang. Donc là, je crois que... Il va falloir essayer de tenir, effectivement, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres... Est-ce que les enseignants sont toujours motivés? Est-ce qu'ils ont cette volonté de pouvoir pour essayer de résister justement à cette vague de violence? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu fatigués, éreintés, de toujours vouloir faire la police dans leurs écoles, alors qu'ils sont là pour enseigner. Et vous parliez il y a quelques instants d'éducation au sein des familles. Le problème, il est avant tout aussi oui, c'est peut-être au niveau de l'éducation, effectivement, parce que, bon, j'ai souvenir quand on était plus jeune, on se bagarrait, bien évidemment. Il y a des chocs, des chocs à l'école. Mais c'est pas avec des armes. Et en plus, on ne rentrait pas avec des armes dans l'établissement. Donc, les certains qui, si nos parents nous attrapaient, on recevait la plus belle volée de notre vie et on restait tranquille. Et en gros, le problème, il est général, car on a eu un cas à Saint-Laurent, un cas à Saint-Georges et à Rivière-Montjoly. Partout, malheureusement. Donc, c'est le gros problème. Bon. Alors, nous allons aborder le deuxième thème de cette émission avec la disparition de France Guyane, le quotidien, donc un confrère de la presse écrite et du web. Après plusieurs rebondissements, c'est la fin d'une belle histoire entre le lectorat guyanais qui a tout de même duré 43 ans. Le coup près est donc tombé le 29 janvier dernier en Guyane. Les 23 salariés seront licenciés. Laurence Tiansopo. Aucun autre France-Guyane ne se posera sur cette pile de journaux. Dans les locaux du quotidien, il faut maintenant penser à faire ses cartons. Les 23 salariés de l'antenne guyanaise du groupe France Antilles ont appris la liquidation judiciaire de la société sans aucune poursuite d'activité. L'actionnaire n'a pas réussi à réunir les 7 millions d'euros nécessaires pour sauver l'activité. Et l'entrepreneur guyanais Philippe Alcide Clozel aurait retiré son offre. France Guyane, comme France Antilles, c'est donc terminé aussi bien version papier que sur Internet. La Guyane, on n'a qu'un journal et on ne peut même pas le conserver. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très dommage. Depuis mon enfance, je le connais, donc oui, forcément, ça fait bizarre, quoi. On a vu disparaître la TV, on a vu disparaître France Guyane, c'est quand même dommage, quoi. Non, je pense que les médias doivent vivre, même s'il faut leur faire un peu de subvention, mais je pense qu'ils doivent vivre. Je pense qu'il va vivre. Il faut effectivement, et là nous reviendrons sur ces propos concernant donc la presse en Guyane. Je m'adresse directement à vous, Pierre-Yves Carlier. Vous avez été rédacteur en chef de ce quotidien. Comment ça va? Alors rédacteur en chef adjoint. Adjoint, oui, de ce quotidien. Précisément. Écoutez, ça va. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, alors bon, nous les journalistes, on a un rythme un petit peu particulier de travail qui fait qu'on ne se rend pas
C'est pas parce qu'aujourd'hui, lundi, je ne me suis pas rendu au bureau que j'ai forcément un manque. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Alors, je pense plus aux collègues qui, eux, effectivement, avaient un rythme hebdomadaire plus cadré, qui étaient au bureau du lundi au vendredi et qui, ce matin, au sortir du week-end, ça a dû leur faire tout drôle de rester chez eux quand les enfants ont été partis à l'école, quand le mari ou la compagne est parti au travail. Eux sont restés à la maison. Mais je crois que pour l'instant, tout le monde a beaucoup à faire entre ces démarches administratives, d'éventuelles recherches d'emploi pour ceux qui ont déjà des pistes. Enfin, je crois que tout le monde, pour l'instant, est très occupé et aura le temps de déchanter. Vous attendiez à cette décision? On a l'impression que, que les choses étaient déjà jouées et que vous vous prépariez effectivement à subir cette décision judiciaire. Alors, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était à la liquidation pure et simple de l'entreprise sans cession à un nouveau repreneur. En revanche, il ne faut pas oublier que sur 23 salariés, seuls 6 devaient conserver leur emploi. Donc, on était quand même 17 à se préparer à ne plus travailler à France-Guyane à brève échéance. En revanche, on n'imaginait pas la société et le journal disparaître, effectivement. Nickerson. Je souris parce qu'effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect effectivement des collègues journalistes et même de l'ensemble des salariés de France-Guyane alors qui perdent leur emploi. Oui, il y a énormément d'inquiétudes à ce niveau-là pour le personnel. Mais moi, en même temps, je ne suis pas si inquiet par rapport à la disparition de ce symbole pour la simple et bonne raison qu'on est peut-être arrivé à la fin d'un modèle qui ne fonctionnait plus économiquement. Et justement, au lieu de s'apitoyer sur son sort, c'est l'occasion de réfléchir à un modèle qui soit beaucoup plus adapté à notre contexte, à la société guyanaise, à un modèle de médias, notamment de presse écrite, plus adapté parce que c'est la fin de France-Guyane, mais je suis certain que ce n'est pas la fin de la presse écrite. Vous voyez déjà les réactions. Donc ça veut dire que là... Vous parlez de modèle, mais est-ce que le modèle économique actuel peut permettre à des personnes, à des privés d'investir dans la presse écrite ? Et c'est là tout le challenge. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un modèle adapté. Alors France-Guyane, c'était un groupe, on parlait de la Martinique, de la Guadeloupe. Il fallait gérer 3 médias dans 3 contextes, 3 sociétés, certes avec des situations proches, mais avec des contextes différents, des particularités. Et là, c'est l'occasion, pourquoi pas, d'inventer un modèle beaucoup plus performant. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nickerson. Je pense que la presse écrite est presque morte ici en Guyane. Avec la disparition de France-Guyane, justement. Auparavant... Avec l'avènement du numérique aussi. Voilà, avec l'avènement du numérique, effectivement. Parce qu'il y a eu des tentatives de mettre en place des journaux ici en Guyane, à part France-Guyane. Et à chaque fois... Sauf qu'en France, Ouest-France vend toujours autant de journaux, Patrick. Ils ont fidélisé la Bretagne, ils ont leurs lecteurs. Tout en étant sur le web aussi. Voilà, oui. Peut-être qu'effectivement, oui, il faut aller vers le numérique davantage, mais sur la presse écrite papier, comme on connaissait auparavant, c'est fini, c'est terminé. Je pense que c'est plus la peine d'aller dans ce sens-là. Il faut peut-être faire un autre modèle, effectivement, et investir le numérique comme il faut. C'est de la presse écrite, bien évidemment, mais c'est aussi sur le numérique. C'est justement le mariage de ces deux aspects, entre le quotidien numérique et justement cette presse écrite. Parce que c'était déjà le cas, France-Guyane était déjà ça, oui. Oui, sauf qu'on était dans un modèle économique classique, par exemple avec des salariés, on était vraiment dans un modèle, on va dire, qui a peut-être fait son temps, ça va faire bondir certaines personnes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut reconstruire avec un modèle où il y a peut-être moins de salariés, mais il faut repenser ce journal, son aspect numérique. Mais il ne faut pas oublier la partie papier. Il y en a qui ont envie de palper. Nous allons poser directement la question à Pierre-Yves Cagnier. Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans la gestion du quotidien, Pierre-Yves ? Oui. Maintenant, il y a prescription, vous pouvez vous lâcher. Oui, c'est incontestable. Quel type d'erreur ? Par exemple, si on évoque le numérique, depuis le lancement de nos sites en 2008, on n'a pas énormément fait évoluer à la fois le modèle éditorial, c'est-à-dire essentiellement une reprise de ce qu'on faisait pour le journal papier, ni le modèle économique, c'est-à-dire qu'on essayait de vendre un petit peu d'abonnements, mais en gros, bien souvent, on proposait gratuitement la veille sur Internet ce qu'on essayait de faire payer le lendemain sur le papier. C'est quelque chose qui évidemment ne pouvait pas fonctionner, ça n'a pas été le chantier... Enfin, ce chantier n'a pas été pris à bras-le-corps, malheureusement.
Ensuite, d'autres erreurs ont été faites, notamment, alors ça nous concerne moins directement, mais ça a emporté les trois journaux avec eux. C'est le choix des imprimeries qui ont été installées il y a 1 an en Martinique et en Guadeloupe et qui n'ont pas fonctionné le jour où on a appuyé sur le bouton. Ça a été une catastrophe, ça. C'est des investissements qui se comptent en millions d'euros, 5 millions d'euros. Quand on met 5 millions d'euros dans une machine, on est en droit d'espérer qu'elle fonctionne le jour où on appuie sur le bouton. Ça n'a pas été le cas. Et cette disparition pose également la question du média privé ici en Guyane. On a vu ACG a fermé, ATV a fermé, France Guyane aujourd'hui qui disparaît, Guyane qui est dans une situation un peu délicate. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ces médias puissent exister toujours ici en Guyane? Comme disait quelqu'un tout à l'heure qu'on a entendu, les médias doivent vivre, c'est la démocratie qui est en danger. Oui, c'est sûr. Alors, ce qui peut être mis en place, l'État a fait quelques annonces, notamment d'apporter 1 euro d'argent public par euro d'argent privé qui sera investi. Ça, c'est une promesse qui, pour l'instant, tient toujours. Les exonérations de charges patronales augmentent également, donc c'est de nature aussi à faciliter l'emploi. Il existe des aides à la presse, notamment à la diffusion. Vous comprenez bien que s'il fallait payer le prix d'un timbre pour chaque journal expédié par la Poste, notre modèle économique et le prix du journal s'en trouveraient bouleversés. Après, tout ça ne doit pas nous exonérer de réfléchir aussi à ce qu'on a fait mal, nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on proposait un contenu qui ne plaisait plus aux lecteurs et qu'on n'a pas beaucoup remis en cause. Donc, avant d'aller chercher des aides à l'extérieur, et c'était malheureusement un petit peu le refrain qu'on entendait beaucoup se répéter ces derniers temps chez nos dirigeants, réfléchissons déjà à ce que nous on a fait, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait des choses bien, ce qu'on a fait de mal, parce qu'il faut à ce moment-là le changer. Voilà, et ça, cette autocritique, elle n'a pas été faite. J'entendais encore des gens se vanter de ce qui a été fait ces 2 ou 3 dernières années. Enfin, ces 2 ou 3 dernières années, on a essentiellement perdu des lecteurs. Sait-on pourquoi, Philippe, le projet de Philippe Alcide Diclosel l'offre a été retirée la veille? Alors, dans un courrier qu'il a adressé... Apparemment, nous avions effectivement interrogé 2 nouveaux confrères qui n'étaient pas très chauds pour ce projet. Alors, pas très chaud, ça, il y a une raison qui est très simple, c'est que ce projet, il ne nous a jamais été présenté en détail. Même nos délégués du personnel, quand ils l'ont rencontré, ont été bien en peine quand ils sont venus nous faire le retour de cette réunion. Vous auriez savonné la planche à Philippe Alcide Diclosel? Non, on n'a pas su ce que Philippe Alcide Diclosel souhaitait faire vraiment de France Guyane, que ce soit en termes éditorial, qu'est-ce qu'il souhaitait mettre dans ce journal, comment il souhaitait l'organiser, toutes ces choses-là, alors qu'il faut bien comprendre qu'à France Guyane, une majorité de salariés étaient prêts à se battre pour un projet guyano-guyanais, pour qu'on coupe le cordon avec les Antilles. Simplement, comme le disaient certains collègues, mais se battre pourquoi? Puisqu'on ne sait pas ce qu'ils souhaitent faire. Est-ce que c'est une offre sérieuse quand même pour vous? Écoutez, moi je m'étonne qu'à quelques heures ou quelques jours du jugement, il ait retiré son offre parce qu'il découvrait que certains éléments de France Guyane ne seraient pas transférés. C'est-à-dire? Alors, c'est des histoires de propriété intellectuelle, de fichiers, des choses comme ça, dont apparemment... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, j'ose espérer que ça l'est, puisque c'est les motifs qu'il a donnés, mais je me demande encore comment on peut découvrir ça au dernier moment, que certains éléments ne seront pas transférés à la nouvelle entreprise. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va avoir une reprise de France Guyane ou un nouveau quotidien? Ce qui, pour ma part, risque de changer les choses dans ce modèle économique de ce que l'on va proposer. Et pour poursuivre sur la question de Nickerson, est-ce que vous, journalistes, vous vous êtes concertés et vous vous êtes dit pourquoi pas chercher des partenaires, chercher des annonceurs afin de monter un journal guyanais Alors, cette recherche de partenaires, certains l'ont entamée dès l'annonce du redressement judiciaire au mois de juin, puisqu'effectivement, tout l'enjeu était de pouvoir présenter une offre qui soit retenue par le tribunal de commerce. C'était l'option, à nos yeux, la plus simple, mais qui n'a pas abouti.
Aujourd'hui, des investisseurs, j'en ai rencontré encore un lundi matin, souhaitent relancer quelque chose. Ils sont plusieurs, ils ont des idées différentes. Je me dis que... Vous savoir qui ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est des gens avec qui, pour ce qui me concerne, qui me demandent de la confidentialité dans leurs discussions. Ils sont bien assez grands pour annoncer eux-mêmes leurs intentions, s'ils le souhaitent. Donc il y a des projets en cours. Il y a des projets. Mon sentiment, c'est que ces gens qui ont les moyens de relancer un journal et qui en ont l'envie surtout, avaient face à eux une institution, France Guyane, qui est posée là depuis plus de 40 ans, avec un actionnariat stable, parce que la petite fille qui a racheté en 2017 faisait partie de la famille, était déjà une des 3 actionnaires précédentes, et avait peut-être le sentiment qu'ils n'étaient pas légitimes à rentrer. C'est difficile d'acquérir une institution. On est face à quelque chose qui nous dépasse, quels que soient les moyens qu'on a. Et là, se disent, aujourd'hui, ils découvrent qu'il n'y a plus rien, que finalement, les institutions, elles peuvent disparaître. Et là, ils se disent, mais après tout... pourquoi je ne le ferais pas ? J'ai eu des succès dans d'autres domaines. Il y a certains investisseurs qui ont des profils très intéressants, dont les succès économiques en Guyane sont plus à démontrer, qui ont des équipes stables et qui se disent, après tout, ce que j'ai réussi dans certains domaines, pourquoi j'y arriverais pas dans la presse ? Moi, ce que je découvre, c'est que c'est des gens qui apprennent très vite. Je leur signale une difficulté, je leur signale quelque chose auquel ils n'ont pas pensé. 2 jours après, ils se sont plongés dedans, ils ont essayé de trouver des solutions. Donc j'ai bon espoir. Après, ça se fera avec moi, avec d'autres. Ça se fera peut-être pas, parce que malgré tout, on ne lance pas un journal pour devenir millionnaire. On lance un journal dans l'espoir que d'être à l'équilibre. Oui, c'est le but. De ne pas perdre d'argent. Voilà. Surtout. Moi, je refuse de partir dans un projet où quelqu'un me dirait, écoutez, j'ai 100 millions d'euros devant moi. S'il faut remettre 100 000 euros ou 200 000 euros tous les mois pour couvrir les charges, c'est pas grave, je le ferai. C'est pas le but. Le but, c'est quand même que très rapidement, nos recettes couvrent nos charges. Donc, mais on ne deviendra pas millionnaire avec un journal. D'accord. Il y a d'autres secteurs, bien sûr. Oui. Alors, nous allons ouvrir la page consacrée à la politique, qu'on ne verra pas sur France Guyane. Donc, il va falloir effectivement aller sur les radios et regarder Guyane la première. Mais vous allez suivre. Vous êtes un passionné de politique. Vous allez prendre des notes. Voilà, on suit, évidemment, on se renseigne. Moi, j'essaye de me déplacer sur certaines manifestations encore. En tout cas, comme je le mets... Dans ma réponse automatique de ma boîte mail professionnelle, l'information continue en Guyane. Donc il est important de continuer de s'informer. Alors messieurs, ouvrons notre page consacrée aux élections municipales des 15 et 21 mars prochains. Les candidatures affluent. Ils sont déjà 53. Et oui, 53 à avoir annoncé leur candidature, soit 13 de plus à la même période qu'en 2014. Il y a un regain d'intérêt pour ces élections municipales ? Moi, je crois que le mouvement social de mars-avril 2017 a effectivement fait prendre conscience aux gens qu'il était important de prendre son destin en main. Et comme l'a rappelé, alors peut-être de manière un peu brutale, Emmanuel Macron au mois d'octobre 2017, quand il est venu en Guyane, ses interlocuteurs, c'est les élus, ceux qui ont la légitimité démocratique, ceux qui ont le pouvoir de porter les projets, c'est les élus. Sauf qu'en mars 2017, ces élus ont été stigmatisés. Oui. Et ce sont eux qu'on revoit sur la scène. Alors, il y a certes 2-3 élus qui apparaissent, mais la plupart des maires sortants... De nouvelles têtes apparaissent, et surtout ceux qui ont eu envie de s'investir en 2017 ou suite à 2017 se rendent compte que les associations, c'est bien, la vie économique, c'est bien, mais pour certains dossiers, il va falloir passer effectivement par la politique, par l'administration, pour pouvoir les faire avancer. C'est clairement le constat. Oui, il y avait ce mouvement de protestation contre les politiques, mais clairement, tout passe par le politique. Tout est validé par le politique, même s'il y a un tissu associatif. Et l'engagement pour faire bouger les choses passe par la politique, et certains l'ont compris. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver des candidats qui ont participé à ce mouvement de mars-avril 2017, qui sont donc dans la politique, se rendent à l'évidence que
il faut valider politiquement ces idées. Et puis, il y a quand même cette recrudescence, on va dire, du nombre de candidats, parce qu'on arrive dans certaines communes à la fin d'une mandature où il y a eu un éclatement. Je pense à Yarakubo, les candidatures se sont multipliées, on en a 5. Je pense à Maturi, je pense à même Saint-Laurent, avec la suite, donc de savoir qui va prendre la succession de Léon Bertrand. On va en reparler dans quelques instants. Ça aussi aide à la multiplication de ces candidats, parce qu'on est à la fin de guerre fratricide, et là, désormais, il va falloir un nouveau chef. Et il y a également, il y a quand même beaucoup de... Pas les sortants, bien évidemment, mais il y a quand même de jeunes candidats qui sont dans la bataille. Et ça, c'est un signe assez dynamique de la société guyanaise. Ça, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, notamment sur le fleuve, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui décident d'y aller. Ils vont à la bataille. Ils y vont avec leurs armes, avec leurs moyens, mais ils y vont quand même. Et ça, c'est assez intéressant quand même. Lors de l'Assemblée nationale des maires qui avait lieu il y a 2 ans, il y avait une motion que les différents présidents d'associations des maires de France avaient signée concernant les moyens qu'on ne mettait plus à disposition des maires. Le fossé qui était en train de s'agrandir entre l'État, Providence, et les maires. Et paradoxalement, beaucoup plus de candidats dans ces élections, sur le plan national aussi. Alors, sur le plan national, peut-être il y a une contestation par rapport à tous les mouvements sociaux qui se déroulent déjà depuis une bonne année. Mais bon, le paradoxe, il est là aussi. Les gens veulent effectivement se lancer dans ces élections. Et gérer les communes. C'est déjà ça. Alors, ce que je vous propose, messieurs, c'est de prendre commune par commune et d'essayer de voir un peu la situation. Nous allons donc débuter par Saint-Laurent. Sophie Charles, qui, comme vous le savez, donc, a été élue au bénéfice de la démission, donc, le maire de Saint-Laurent sortant pour des raisons frappé d'inéligibilité, judiciaires et frappé d'inéligibilité. C'est Sophie Charles, donc, qui est maire depuis déjà 18 mois. 18 mois exactement. Là, elle va au combat pour la première fois, et face à elle, comment on dirait chez nous, un gros mordant, Lénaïque Adam. Comment voyez-vous la situation, et est-ce que Lénaïque Adam n'a pas plus à perdre que Sophie Charles dans cette affaire-là? Alors, déjà, effectivement, c'est un duel qui s'annonce a priori, mais on va quand même rappeler qu'il y a d'autres candidats. Oui, on va donner les autres candidats dans la foulée. Effectivement, est-ce qu'il n'a pas tout à perdre dans cette élection, parce que c'est pas gagné d'avance, c'est pas encore gagné pour Lénaïque Adam. Il a encore, je pense, beaucoup d'efforts à faire pour essayer de fédérer autour de lui. Il va surfer sur ces législatives de 2018, où il était arrivé quand même en tête à Saint-Laurent. Mais ce sont 2 élections différentes quand même. Oui. Parce que les municipales, c'est vraiment une élection de proximité. Il faut être là, sur le terrain, à l'écoute des gens, aller les voir, les rencontrer. Je ne sais pas si Lénaïque Adam fait ce travail-là. Il doit le faire peut-être aujourd'hui, à l'approche des élections, mais au quotidien, est-ce qu'il est là auprès des Saint-Laurentais? Je ne suis pas sûr. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il ait grand-chose à perdre. Il n'est pas maire, il n'a pas de mandat. Mais il est quand même député de la circonscription. Et puis jusqu'à maintenant, il a fait 3 élections, il les a gagnées. C'est-à-dire à la CTG en 2017 en tant que conseiller territorial, 2015. Son mandat de député ne va pas être remis en cause par cette élection. Son mandat à la CTG non plus. Il a le temps de regagner, s'il souhaite se représenter en 2022, son mandat de député. Il a en face de lui une équipe qui est là aux manettes depuis 1983. Enfin, c'est quand même plutôt eux qui ont quelque chose à perdre. Ça fait bientôt 40 ans qu'il gère les affaires municipales. On a entendu Sophie Charles bien dire qu'elle reconnaissait le travail effectué par Léon Bertrand, mais qu'elle se démarquait quand même. Elle se démarque, mais il n'empêche qu'elle est première adjointe depuis... depuis quelques années. Plus l'année en tête, mais si on l'a plus en tête, c'est justement que ça fait un petit bout de temps qu'elle est première adjointe. Pour moi, ça remonte à la dernière mandature qu'elle a été nommée. Non, sur 2008-2014, elle était déjà première adjointe dans mes souvenirs. Elle était seconde adjointe et elle est devenue première adjointe en 202014. C'est en 2014. Voilà. C'est José Madeleine qui était... Elle a toujours été très proche de Léon Bertrand. C'est quand même plutôt... Elle reconnaît son travail, mais elle n'assume pas systématiquement l'héritage de Léon Bertrand pour bien se démarquer et montrer qu'elle arrive... Et parce qu'on espère quand même que qu'elle n'est pas juste un copier-coller de Léon Bertrand et qu'elle a aussi sa touche à apporter. Enfin, elle a eu des responsabilités dans le milieu éducatif de Saint-Laurent. Léon Bertrand a un autre parcours.
voilà, chacun a Il reste sa à touche savoir, apporter. C'est reste à important. savoir comment va procéder Guyane Rassemblement. Mais sur la question, sur l'aspect de Léon Bertrand et Sophie Charles, je ne serais pas étonné que cette rupture dans le respect se fasse avec l'accord de Léon Bertrand. Et en bonne intelligence. Voilà. Et puisque ça, on est dans une forme de démarcation pour bien prouver qu'on est dans une nouvelle dynamique. Et concernant l'Énaïque Adam, moi, je pense qu'il n'a pas tant à perdre que cela. En revanche, il pourrait perdre ses électeurs dans son orientation, ses choix de carrière, j'ai envie de dire. C'est peut-être là le risque. Mais en tout cas, il garde ses chances, mais il a tout de même ce risque de voir une victoire à Saint-Laurent. On va se poser maintenant la question de savoir ce qu'il fera après. Ouais. Est-ce qu'il va rester maire en 2022 ? Est-ce qu'il va vouloir ? Donc c'est un peu ce pari qu'il prend. À suivre, mais en tout cas, la bataille risque, comme l'a dit Patrick Clark, on risque d'avoir une polarisation en fait entre Sophie Charles et l'Énaïque Adam. Les outsiders. C'est quand même assez. Oui. Parce que Guyane Rassemblement n'apporte pas son soutien officiellement à l'Énaïque Adam. Il ne l'a pas demandé non plus, je crois. Et aujourd'hui, il y a Diana Jogé-Ponsa qui réclame le soutien de son parti Guyane Rassemblement. Donc ça va diviser à nouveau les voix au sein de l'électorat. Est-ce que Rodolphe Alexandre travaille pas en bonne intelligence avec Sophie Charles aussi ? La position de Guyane Rassemblement, mine de rien, ça prête à sourire, parce que quand on se rappelle de 2014 et même d'autres élections, Rodolphe Alexandre a toujours été un homme ouvert, même s'il soutient un candidat. Il n'a jamais fermé la porte, quoi qu'il arrive. Donc c'est un homme qui est plus dans l'observation, donc le président de Guyane Rassemblement, je parle. Donc pas étonnant qu'à Saint-Laurent, eh bien, il regarde cette bataille qui se fait notamment de soutien entre l'Énaïque Adam et Diana Jogé-Ponsa. Et effectivement, il travaille également avec Sophie Charles en tant que maire, puisque c'est l'actuel maire en place. Donc il a obligation à travailler avec. Mais en tout cas, Guyane Rassemblement joue un jeu. Ils font de la politique. Voilà, un jeu politique. Alors, on rappelle les deux autres candidats pour Saint-Laurent, Wandéa Karam, alors du PSG, mais qui n'a pas le soutien du PSG, qui a une liste d'ouverture. C'est un jeune très actif, on le voit lors des différentes manifestations. Et puis, Jessie Américain, qui est aussi donc, présent sur le territoire de Saint-Laurent. Voilà, donc on aura... Paul Persdam également, s'est positionné. Paul Persdam s'est positionné aussi. Il y a deux autres candidatures qui devraient intervenir, notamment, on attend d'avoir des précisions, mais il s'agirait de Serge Saint-Aimé-Saint-Eudes. Oui. Et de Laurent Toumi, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il y a... Mais bon, une élection qui risque de se populariser sur deux personnalités fortes, Sophie Charles et l'Énaïque... Ce sera l'arbitre, c'est la... L'Énaïque Adam. Alors, on se rend à Kourou, messieurs. Là, François Ringuet, donc, en avion fanfare, il y avait 1100 personnes à Kourou lors de sa candidature, présentation de candidature. Jean-Étienne Antoinette aussi qui retourne. Est-ce que le duel annoncé entre ces deux personnes aura lieu, ou sinon François Ringuet, par rapport à ses actions réalisées lors de cette mandature, on se rappelle aussi des actifs récupérés sur la Simco, qui a permis effectivement à la mairie de Kourou d'avoir un souffle financier. Est-ce que cela va pas aider François Ringuet? En tout cas, il ne va pas s'enorgueillir d'avoir réussi à équilibrer financièrement la mairie de Kourou. Ça vous fait rire Oui, il a équilibré les comptes de la mairie, mais à quel prix? À celui de l'abandon d'actifs immobiliers majeurs. Après, sans doute fallait-il en passer par là, parce qu'effectivement, on ne voyait pas trop comment... à court terme, les finances de Kourou pouvaient être rétablies. Et si on voulait que... On peut parler de courage politique, là, cet acte-là bien précis. Il fallait le faire. Est-ce qu'un autre maire aurait eu l'audace d'aller jusque-là? On lui a reproché ça, l'opposition en tout cas. En tout cas, ce que l'opposition lui reproche, c'est de l'avoir fait... avec, on va dire, la pression plus ou moins forte de l'État, qui aurait conditionné effectivement son aide et la reprise des investissements à Kourou à l'acceptation de cette offre. Donc, est-ce que c'est du courage politique ou est-ce que les choses lui ont été imposées et il a dû se soumettre? J'en sais rien, j'étais pas dans son bureau quand tout ça s'est décidé. Moi, je pense que les Kouroussiens ont plus se souvenir des barbecues géants organisés par François Ringuet que de redressement de la situation. Des concerts à la Cocotteret. Voilà, les concerts à Cocotteret, les grands concerts avec Kassav. Je pense que c'est plus ça qui va
peser dans la balance auprès de la population. En fait, vous voulez... Le redressement financier de la... Oui, mais il y a eu d'autres actions quand même, de réhabilitation. François Ringuet a cette particularité qu'il aime bien effectivement étaler un petit peu son image. Vous allez vous faire des amis, hein, Patrick. Hein, non, mais je regarde. Oui. Et donc, effectivement, oui, je ne sais pas si je vais me faire des amis ou des ennemis. Oui, Jean-Étienne Antoinette qui annonce son retour. Non, mais clairement, concernant ce retour de Jean-Étienne Antoinette, moi j'ai une question où je n'ai toujours pas de réponse, c'est-à-dire est-ce que l'opposition à Kourou sort grandi de ce mandat de François Ringuet? Moi, je n'ai pas la réponse. Alors, concernant la candidature de Jean-Étienne Antoinette, eh bien, je ne sais pas si Alors, dans l'opposition, il y avait Isabelle Niveau, il y avait Mme Chocho-Robinson, qui est candidate aussi, à Kourou. Qui est candidate à Kourou aussi. José Mariema, qui soutenait donc François Ringuet lors de la dernière élection, qui se présente aussi. Est-ce que ces personnalités peuvent aussi le risque, c'est attirer du monde? Je ne sais pas si aujourd'hui Jean-Étienne Antoinette arrive à fédérer la population de Kourou toujours. Parce que voilà, il y a une sorte de division dans l'opposition. Et clairement, le contexte actuel avec un François Ringuet qui, tout de même, ne sort pas grandi de son mandat, mais en tout cas a pris beaucoup plus d'assurance. On parlait de ses affiches 4x3 qui ont, ça a beaucoup fait parler, de son bilan qu'il affiche également. Quel que soit le prix, comme l'a dit Pierre-Yves Carlier, mais on a une opposition qui s'est morcelée. Alors, qui sera gagnant? On voit toujours que lorsqu'il y a une opposition divisée en face, en général, c'est le candidat, donc en l'occurrence François Ringuet, qui peut gagner. Que Jean-Étienne Antoinette sort de 3 défaites électorales. C'est ça. C'est quand même assez difficile. Donc, les législatives de 2017, les sénatoriales de 2014, municipales, les sénatoriales. Voilà, les sénatoriales et les législatives. Oui. Et l'attaquer, notamment, on sait que Jean-Étienne Antoinette a eu un litige assez important sur les finances de la commune. Pour ces élections municipales, il va falloir clairement expliquer cela aux Kouroussiens, et vraiment, je ne suis pas certain que si on rentre dans un débat très technique, que Jean-Étienne Antoinette ou même François Ringuet sortent gagnants de cela. Oui, le problème qu'on a à Kourou, c'est que j'ai le sentiment qu'on n'est jamais sorti de cette ambiance de règlement de compte. C'est ça. Où, l'ambiance, d'un point de vue politique, je ne parle pas dans la vie de tous les jours, est quand même vraiment pourrie à Kourou. Au sein du conseil municipal. Au sein du conseil municipal, ça se tire dessus à vue, et on va compter les morts à la fin. Oui, c'est un scénario qu'on a connu aussi à Matoury, messieurs. Serge Smock, qui, lors d'une partielle, est devenu maire pour une voix devant Jean-Victor Castor. On sait que ces deux personnalités se représentent, sont candidats, et avait accompagné Gabriel Serville vers la conquête en 2014 de la mairie de Matoury pendant 2 ans, des guerres intestines. D'ailleurs, plusieurs de ses adjoints, comme Roland Léon aussi, vont se présenter. Serge Smock est là, il dirige sa commune. Et puis il y a Jean-Pierre Romiac qui a décidé de revenir. Alors la question que je vous pose aussi, est-ce qu'on aura une bipolarisation de la campagne avec Romiac d'un côté, Serge Smock, ou sinon des outsiders comme Roland Léon, Jean-Victor Castor peuvent être toujours présents? La configuration comparée à Kourou, elle est un peu différente, puisque Jean-Pierre Romiac, lui, revient et se dit pourquoi pas surfer sur cette vague de division, mais c'est beaucoup plus ancien que ça, parce qu'on se rappelle, dès l'installation de Gabriel Serville, les premiers conflits sont nés, c'est-à-dire le conseil municipal qui devait installer Gabriel Serville, on a eu les premiers conflits, donc c'est une mandature qui est partie dès le départ sur des divisions, et là on arrive à... Donc cela ne démontre pas que des alliances contre nature n'aboutit jamais. Ça s'est vu à Regina, ça s'est vu à Rakubo, ça s'est vu aussi donc à Kourou et à Matoury. C'est-à-dire qu'entre les 2 tours, il a fallu vite se rassembler pour gagner de 45 voix à Jean-Pierre Romiac. Est-ce qu'ils ne vont pas retenir la leçon cette fois-ci? Je pense que c'est surtout qu'aujourd'hui, les Matouriens vont se dire, bon, ils ont vu ce qui s'était passé avec une alliance soi-disant. Aujourd'hui, ils vont faire un choix clair et net. D'ailleurs, ça se voit effectivement les candidats qui y vont, avec Jean-Victor Castor, Marius Florella en ancien... Qui était sur la liste qui était sur la liste de Roland Léandre. Roland Léandre, qui était du PSG. Chacun y va de son côté. Alors, effectivement, toutes ces divisions ont profité, je le pense, au maire sortant, Serge Smock, qui depuis pratiquement 2 ans fait un travail de proximité, de terrain à Matoury.
Et a continué. Et il a continué justement à faire des alliances. On se rappelle de l'apport de l'USD. De l'USD pour qu'il soit élu d'ailleurs, voilà, aux dépens de Serge Smock. Donc il prône une stratégie d'ouverture. Et Serge Smock, peut-être celui que l'on n'attendait pas, qui a été un peu ce gagnant de cette opposition à Roumillac. C'est celui qui, en tout cas, aujourd'hui apparaît comme celui qui a le plus rassemblé. En tous les cas, quand j'ai été faire mon reportage sur Matoury pour les élections, les habitants que j'ai rencontrés disaient qu'ils n'ont pas envie de voir Jean-Pierre Roumillac revenir encore. Il a eu 100 ans, pratiquement 30 ans entre son père et lui de règne des Roumillac sur Matoury. Il serait peut-être temps, effectivement, de changer. C'est en tout cas ce sentiment que certains habitants m'ont livré à mon micro. Donc, Oui, effectivement, moi aussi, je suis étonné de certaines alliances qui ont pu apparaître en 2014 et dont on a découvert les limites. Après, le contre-exemple, c'est Rémire Montjoly, où Jean Ganty fédère autour de lui des gens de Guyane Rassemblement, des gens du PSG, des gens issus d'autres horizons, et malgré tout, ça tient. Alors, peut-être certains diront au prix de l'inaction, diront ses détracteurs, mais... C'est plus tranquille à Rémire Montjoly, parce que Matoury, c'était beaucoup plus explosif, parce que les enjeux étaient beaucoup plus... Il y a moins de règlements de compte familiaux qu'à Kourou. On est sur Montjoly, on y reste, je propose. Alors, Jean Ganty, en 2014, avait annoncé qu'il entamait son dernier mandat. Voilà, nous allons ressortir... Le dernier avant le suivant. Voilà, peut-être. Est-ce que c'est le premier maire à avoir dit que je ne me représenterai pas à 75 ans, qu'est-ce qui motive encore Jean Ganty quand on sait que... Patricia Léveillé, qui était pressenti, était pressenti effectivement pour mener une liste, donc elle va rester à sa place, hein, M. Jean Ganty est là. Et qu'on fasse Claude Plénette, il va pour la 3e fois. La question qu'on se pose, est-ce que c'est la bonne pour Claude Plénette, et est-ce qu'il y a un nouvel électorat là, qui est installé sur Rémire Montjoly, des personnes qui vivaient à Cayenne, qui sont installées, qui sont inscrites sur les listes électorales? Est-ce que la donne maintenant n'est pas en train de changer? Et en gros, est-ce que Claude Plénette a ses chances enfin cette fois-ci? Il ne faut pas oublier que vous avez Nel Lama qui y va également. Oui, absolument, j'allais en parler. Effectivement, non, là, pourquoi je dis ça? Parce que ça peut brouiller le jeu. Quand on entend Lama, tout de suite on fait référence, effectivement, c'est un nom qui est connu sur Rémire Montjoly. Le docteur Edmar Lama, qui a dirigé la commune pendant des années. On lui a posé la question à Naël, effectivement. Oui. C'est le petit-fils, mais bon, il n'a pas envie aussi de récupérer l'héritage de son père. Absolument. Alors, par le passé, on se souvient de Catherine Lama qui s'était présentée en 2007 et qui avait obtenu, je crois, 6% des voix. Donc, c'est pas systématique d'être élu parce qu'on est le fils ou la fille d'un. Voilà. Mais bon, Naël Lama, effectivement, vous en parlez. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut troubler le jeu entre Jean Ganty et Claude Plénette. Voilà. Dans l'entre-deux tours, éventuellement, est-ce qu'il a un ancrage fort sur Rémire Montjoly? On sait que la plupart de son travail se situe à Cayenne et du côté de la Crique. Il est connu car c'est un sportif de haut niveau et il est dans l'action. Il a construit son arrivée donc pour cette élection municipale. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, a été intelligemment construite autour de justement ce personnage passionné de sport et aussi ce personnage engagé dans le monde associatif. Auprès des jeunes. Voilà, et de cette jeunesse. Et c'est certainement la carte qu'il risque de jouer dans une commune comme Rémire Montjoly, même si il faut rappeler que Rémire Montjoly, c'est un contexte, on va dire, particulier, parce qu'on est avec un public CSP+, comme on le dit. Donc le profil de Nel Lama peut-être peut laisser... Qu'est-ce qu'on entend par CSP+? Des cadres, des... Voilà. Ah oui, d'accord, non, mais bon... Pour dire la bourgeoisie, j'ai pas envie de favoriser. Non, mais ce qui est étonnant à Rémire Montjoly, c'est que c'est une commune où, effectivement, la population bouge régulièrement, notamment au gré des mutations de ces fameuses catégories socio-professionnelles supérieures, et où on a une stabilité politique inégalée en Guyane. Les maires restent en place. Sauf que pendant plus de 40 ans, Edmar Lama, effectivement, qui a construit cette commune, en tout cas qui a réussi à faire un maillage entre Rémire et Montjoly en installant la mairie où elle se trouve là. Et son premier adjoint n'était autre que Jean Ganty. Est-ce que les donnes sont... Oui. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a quand même dans cette commune de Rémire Montjoly des adversaires, des adversaires qui ont peut-être cette crainte, et c'est peut-être la culture, parce qu'on parlait de Patricia Léveillé. Si aujourd'hui Jean Ganty se présente et pourra encore fédérer, c'est qu'à un moment donné, le premier adjoint, ce fameux syndrome du premier adjoint qui à un moment donné décide d'aller en guerre contre son maire, parce qu'en général
c'est comme ça que ça se passe. Et ben, mais là, ça n'a pas été le cas à Montjoly. Ça n'a pas été le cas à Montjoly. Mais quand on se rappelle de certaines carrières, on l'a dit tout à l'heure, ça ne tient qu'à un fil. C'est le cas de Rodolphe Alexandre. À un moment donné, il a fallu y aller. Il a fallu y aller. Et peut-être que Patricia Léveillé n'a pas eu cette envie. Bon, elle a ses raisons, certainement. Certainement valables. Mais en tout cas, à Rémy-Montjoly, ça ne bouge pas parce que peut-être dans l'opposition, dans l'adversité, il y a encore cette crainte. Et on aime bien cette assise. Bon, il faudra voir. D'ailleurs, rappelez-vous, en 2014, c'est Mme Suzano qui disait que Rémy, c'est la belle endormie. Il fallait la réveiller. Voilà. Elle n'a pas réussi. Suzano qui était candidate à Koulibaly à l'époque. Elle n'a pas réussi à réveiller. À la réveiller parce qu'elle n'a pas obtenu le poste de maire. Mais Jean Gotti, 75 ans, il retourne à la bataille. Que va-t-il faire de plus s'il est motivé, il a encore des projets. Oui, s'il a des projets, Patrick. Il va innover dans quel domaine? Mais démocratiquement, si dans son camp, tout le monde approuve, ça veut dire que tout va bien. Donc ça veut dire que tous ceux qui étaient avec Jean Gotti pour la mandature précédente estiment qu'il a encore la légitimité pour y aller. Donc, pendant que j'étais en train de parler, on me signale que l'émission arrive à son terme. Pierre Désert, seul candidat à Régina. Il devait passer le flambeau, pourtant. Il a dit qu'il préparait quelqu'un pour prendre sa succession à sa place. Un deuxième candidat s'est signalé à Saint-Georges, il s'agit de M. Pépin, contre Georges Elfort. On a l'impression que dans l'Est, les choses risquent de rester en l'état. Et puis, sans oublier, ce duel avec la candidate de David Richer-Aroura face à Jean-Claude Labrador, qui est un proche de Rodolphe Alexandre, ça vaudra son pesant d'or aussi. Même encarté avec un rassemblement. Oui. Mais qui est l'ancien président de la Ligue de football de la Guyane qui se trouve à Rouen, qui va à Rouen. Et puis on parlait de partis qui veulent s'étendre. C'est le cas de Guyane Rassemblement qui, clairement, est dans son processus de s'étendre sur tout le territoire. Et puis la nouvelle force de progrès. Il y a deux partis qui ont de nombreux soutiens et de nombreux candidats. C'est Guyane Rassemblement, effectivement, et le PSG, qui a essayé également d'émailler, de semer un petit peu sur tout le territoire. Rendez-vous le 15 mars prochain pour le premier tour et le 21 pour le second tour. Merci Pierre-Yves. Oui, vous vouliez? Non, le 22. Le 22, oui, j'ai dit 21. Oui, le 22. On est déjà pressé, on a envie d'animer ces grands rendez-vous. Pierre-Yves Carlier, merci et bon courage pour la suite. Merci beaucoup de votre invitation. Ça fait plaisir en tout cas de savoir que vous pensez toujours à nous. On a eu l'occasion de travailler ensemble, donc il n'y a aucun problème. Merci Pierre-Yves d'être venu sur le plateau de Débat 973. Nicasson Pierduis, c'est Patrick Clark. Quand on vous entend en radio et en télé, on aura l'occasion de travailler encore ensemble tout au long de cette sélection municipale. Bonne soirée à toutes et à tous et au mois prochain. Voilà. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.